Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je pense qu'on va pouvoir commencer tout doucement cette table ronde. En deux mots, donc, je m'appelle Audrey Fisnécor et je suis journaliste pour la rubrique sociale à Alternative économique. Et je suis ravie d'animer cette table ronde consacrée à un sujet on ne peut plus actuel, le plein emploi ou le chômage. On va en discuter. Alors c'est un objectif qui a été largement martelé, répété dans le cadre des quinquennats d'Emmanuel Macron. Voilà, ça a été présenté comme un objectif et un facteur de réussite économique. Cela dit, voilà, les indicateurs se brouillent un petit peu. Donc on a une remontée du chômage, on a une multiplication des plans sociaux, on va en parler. Et puis, beaucoup critiquent aussi la qualité des emplois qui ont été créés. Alors, lors de cette table ronde, je vous propose de se questionner, justement, est-ce que le plein emploi est encore un objectif souhaitable? Est-il à portée de main ou hors de portée? Et puis, est-ce qu'un plein emploi avec des emplois de qualité voilà, discutable, on va aussi en parler, c'est un objectif socialement souhaitable. Alors j'ai l'honneur d'être entourée de 4 spécialistes du sujet. Donc merci à Denis Gravouille, secrétaire confédéral de la CGT, d'être avec nous. Claire Vivès, bienvenue. Vous êtes sociologue du travail et chercheuse au laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique ainsi qu'au CET, le Centre d'études de l'emploi et du travail du CNAM. Éric Heyer, vous êtes économiste et directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et enfin, Gilles Gâteau, vous êtes directeur général de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Merci encore à vous 4 d'avoir répondu présent aujourd'hui. Alors pour commencer, je vous propose de peut-être dresser un état des lieux. Je vais vous donner quelques chiffres, hein. L'idée c'est pas de vous assommer, mais les derniers chiffres, le taux de chômage est à 7,7% de la population active. Sur un an, selon l'INSEE, on est à plus 0,03 points. Éric Heyer, je me tourne vers votre œil de macroéconomiste. Est-ce que pour vous c'est un simple accident de parcours ou bien c'est quelque chose de plus conjoncturel, structurel? Bonjour à tous. Alors, effectivement, peut-être pour répondre à cette question, il faut faire un tout petit peu de rappel depuis 2019. C'est-à-dire que c'était quand même la bonne nouvelle depuis 2019, c'est qu'on avait créé énormément d'emplois. Alors, on va essayer de ne pas donner trop de chiffres, mais il faut quand même en donner quelques-uns. Vous voyez, globalement, si on s'arrête entre 2019 et 2022, il y a eu 3% de croissance en cumulé et 6% de création d'emplois. Vous voyez, c'est extraordinaire. Donc, vous avez deux façons de dire les choses. Soit vous le dites à la façon du gouvernement, on a réussi, grâce à nos réformes, à enrichir la croissance en emploi. C'est-à-dire qu'avec peu de croissance, je crée beaucoup d'emplois. La même façon de traduire ces deux statistiques, c'est de dire on a perdu en productivité. C'est-à-dire qu'on fait 3% de croissance, 6% de création d'emplois, on a perdu 3% de productivité. Vous voyez, donc quand on perd 3% de productivité, qu'ont fait les partenaires européens pendant ce temps-là, ils en ont créé 3,5% de productivité. Donc vous voyez, il y a un écart de 6,5%. Donc vous voyez, soit vous dites c'est super, on a créé beaucoup d'emplois et donc le chômage a baissé pendant cette période-là, soit vous dites oui, mais on a perdu en productivité. Pourquoi c'est intéressant de le dire plutôt avec la perte de productivité? C'est qu'une fois qu'on a dit on a perdu en productivité, il faut se dire mais qui a perdu? Enfin, qui va payer cette chute de productivité et surtout l'écart avec nos partenaires. Et donc, il n'y a pas 36 acteurs. Soit vous dites ce sont les salariés qui doivent absorber cette perte de productivité. Ça se traduit par quoi? Par des salaires qui perdent en pouvoir d'achat. Et donc des salaires qui progresseraient moins vite que les prix. Soit vous dites non, c'est aux entreprises à absorber cette chute de productivité. Comment? C'est-à-dire je donne des salaires à la hauteur de l'inflation à mes salariés, mais puisqu'ils sont moins productifs, j'ai perdu en marge. Okay. Soit c'est le troisième acteur qui intervient, c'est l'État, les finances publiques, qui payent cette chute de productivité en subventionnant de l'emploi et des aides aux entreprises. Si on fait le bilan jusqu'en 2023, ou même jusqu'en 2024, globalement, ces deux acteurs
qui ont payé cette chute de productivité, c'est les finances publiques, 5,8% de déficit, oui, avec des aides à l'apprentissage notamment. On a enrichi la croissance en emploi, mais ce n'est pas financé. On a aidé les entreprises aussi à créer de l'emploi, donc des aides qui ont permis d'enrichir la croissance en emploi, mais ce n'est pas financé, donc du déficit, et les salariés qui ont perdu. Vous voyez, si on prend le salaire mensuel de base, donc c'est un salaire moyen, d'accord, ils ont perdu à peu près 2,2 points de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que les salaires ont bien augmenté pendant cette période, mais moins que les prix, ils ont perdu en pouvoir d'achat. Donc ce sont les salariés, globalement, et les finances publiques qui ont perdu en pouvoir d'achat. Les marges des entreprises, le taux de marge, est resté relativement constant. Alors en macro, il y a des secteurs qui ont gagné, des secteurs qui ont perdu. Allez, globalement, même c'est légèrement positif. Donc on est dans cette situation où l'enrichissement et la croissance en emploi a été financé par les finances publiques et par les salariés. Aujourd'hui, ces deux acteurs nous disent c'est plus possible. D'accord ? Les finances publiques nous disent très clairement il faut revenir à 3. Donc on va arrêter les aides à l'apprentissage, on va aider un peu tout ce qui avait enrichi la croissance en emploi. Et les salariés disent maintenant on veut regagner en pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on veut que les salaires progressent plus vite que l'inflation. Et donc si on veut toujours cet enrichissement, la croissance en emploi, on se tourne auprès du troisième acteur, les entreprises, en disant est-ce que c'est toi qui vas absorber cette chute de productivité ? Et les entreprises nous disent clairement non, nous on veut garder nos marges inchangées, donc on va ajuster l'emploi, qui s'était bien tenu, à la valeur ajoutée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va refaire de la productivité. Et c'est ce qu'on observe depuis 2023. Depuis 2023, alors qu'on avait perdu 3 points de productivité, là aujourd'hui, le chiffre du troisième trimestre est sorti ce matin, donc vous voyez, c'est tout frais. Là maintenant, on est 1,5% au-dessus du niveau de 2019, alors qu'on était à 3% en dessous. Donc là, il y a des gains de productivité qui reviennent. En moyenne, depuis cette période, c'est 1,7% de gains de productivité chaque année. Mais vous voyez, si vous faites 1,7% de gains de productivité chaque année, alors que la croissance est attendue à 1%, d'accord, ça veut dire que vous perdez 0,7 d'emplois. Et donc là, on est en train de détruire des emplois, puisque ces gains de productivité se font quand la croissance ralentit. Et donc, il y a des destructions d'emplois à attendre. Et donc, c'est ce qu'on observe depuis maintenant, 18 mois. Et, bon, après, on ne fait pas une science exacte. Donc, aujourd'hui, vous voyez, on est à 1,5 au-dessus du niveau 2019. Certains, comme la Banque de France, citons des noms, ou la DG Trésor, disent « Allez, ça suffit, ça y est, on a ajusté la productivité. Maintenant, on va repartir sur les niveaux d'avant-crise, c'est-à-dire 0,9 par an. » D'autres, comme, on cite des noms, plutôt Patrick Artus, disent « Non, mais les gains de productivité, c'est fini. » D'accord, pour X raisons, on pourra l'évoquer. Donc là, maintenant, on repart sur du zéro productivité chaque fois. Okay. Soit des personnes, des institutions comme l'OFCE qui disent non, on va rattraper parce que vous voyez, normalement on faisait 0,9 par an, donc 0,9 fois 6, on devrait être à plus 5 normalement, on n'est qu'à 1,5, donc il y a encore du rattrapage. Et donc on va rester sur des rythmes de 1,3, 1,4 chaque année, et donc on va continuer à détruire des emplois. Bon, vous voyez, on fait de la prévision, on ne peut pas être sûr. Mais allez, ça fait maintenant 1 an qu'on a raison, tant mieux. Enfin, tant pis pour les salariés, mais enfin, pour nous. Donc, allez, ce n'est pas le moment de changer d'avis. Et donc, malheureusement, et c'est ce qu'on met en prévision, on considère que la productivité va continuer sur des rythmes élevés dans un moment où la croissance, les carnets de commandes sont faibles, les destructions d'emplois, malheureusement, sont à attendre. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on va détruire 111 000 salariés cette année, 81 000 l'année prochaine. Le taux de chômage va remonter jusqu'à 8,3. Bon, voilà, donc on est effectivement, tout ce qu'on avait gagné, on est en train de le reperdre parce que c'était pas financé et c'était financé par des déficits et par des salariés. Donc ça, je pense que c'est le point. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un retournement qui, à mon sens, n'est pas conjoncturel. Enfin, une partie est conjoncturelle, bien entendu. Si on avait beaucoup de croissance, si on avait 3% de croissance, vous pouvez créer des emplois avec de la productivité, mais puisqu'on n'est pas dans ce schéma-là, je pense qu'effectivement, avec des carnets de commandes qui sont faibles et qui vont être faibles à la fois parce que l'extérieur ne va pas nous adresser beaucoup de carnets de commandes avec la guerre commerciale et le fait que les produits chinois sont en train vraiment de se détourner vers le marché européen et qu'en interne, l'austérité, enfin en tout cas la consolidation budgétaire est lancée jusqu'en 2030. Donc c'est ça qui nous fait dire que malheureusement jusqu'en 2030, les destructions d'emplois sont plutôt le scénario le plus probable. Merci.
Denis Gravouille, je me tourne vers vous désormais. Alors en 2022, ça peut paraître loin de nous, mais Elisabeth Borne était alors Première ministre. Bon, il y en a eu d'autres depuis, mais ce qu'elle nous disait, c'était, elle nous promettait que le plein emploi était à portée de main. Je la cite. Pourquoi, selon vous, la promesse n'a pas été tenue ? Bien, bonjour à toutes et tous. Première chose, de quoi on parle derrière cette notion de plein emploi? Parce qu'il y a quand même une définition qui a été posée comme si elle était intangible. On nous a dit, le plein emploi, ce sera un taux de chômage au sens du BIT à 5%, et Macron a promis que ce serait le cas en 2027, on y serait arrivé. La réalité du plein emploi, on y reviendra d'ailleurs dans une autre partie, je pense, sur les questions de la qualité de l'emploi, mais les chiffres au sens du BIT, j'ai appris récemment que l'Allemagne avait décidé de ne plus les utiliser, ils n'en parlent quasiment pas dans le débat public, je ne sais pas si c'est le cas, mais nous on n'arrête pas de parler du taux de chômage au sens du BIT. Taux de chômage du sens du BIT, juste sachez que vous n'êtes pas chômeur au sens de BIT si vous avez travaillé 1 heure dans le mois. Voilà. Donc, évidemment, ça explique aussi le hiatus complet entre les chiffres de France Travail, auxquels on a adjoint d'ailleurs presque 2 millions de personnes de plus, 1,5 million, parce qu'on a inscrit obligatoirement les allocataires du RSA, les personnes passant par la MDPH, les contrats engagement jeunes, etc., etc. Donc, mais même sans le 1,5 million qu'on a rajouté, ça fait 6,5 millions de personnes, et ça ne fait pas 3 millions comme on nous le dit. Donc, et voilà, ce qui, au passage, est une réalité qu'on connaît, où on sait que des millions de chômeurs, en fait, sont des travailleurs qui oscillent entre la précarité et le chômage. Et ça, c'est la réalité connue depuis très longtemps, puisque, par exemple, on le voit dans l'indemnisation du chômage, la moitié des gens sont indemnisés après des CDD, et plus après un licenciement pour CDI, ou des ruptures conventionnelles, ou autre forme de rupture de CDI. Donc déjà, voilà, cette histoire de plein emploi, je le redis, nous, on a toujours été critiques sur cet aspect-là, parce qu'on l'a appelé le plein d'emploi précaire. Il faut dire les choses quand même particulièrement là-dessus. D'ailleurs, il y a même une inconnue, je ne sais pas si Éric Heyer pourra nous aider ou d'autres, mais nous n'arrivons pas à voir collectivement, les membres du bureau l'UNEDIC par exemple, de demander à France Travail ou à l'INSEE de nous sortir une statistique qui distingue les emplois, parmi les emplois dits durables, les CDD de plus de 6 mois et les CDI à temps plein. Par exemple, la question des CDI à temps partiel, on y reviendra. Donc plein emploi, il y a aussi un problème démocratique à venir dire que les choses s'améliorent quand tout le monde voit le fait qu'il a beaucoup de mal à trouver un emploi. Je me rappelle, alors ça va faire un petit peu local, mais d'avoir déjà échangé à distance avec un monsieur qui est bien connu ici, monsieur Rebsamen, qui était ministre du Travail en 2013, et qui disait « oui, mais il y a plein d'emplois non pourvus ». Bon, cette histoire, c'est un mythe qu'il faut déconstruire, qui n'a pas arrêté d'être lancé. Le mythe des emplois non pourvus, une étude de l'UNEDIC vient d'être publiée fin septembre, qui nous montre que sur les 450 000 emplois non pourvus, en fait, il n'y en a que 4,9%, on va dire 5, qui ne sont pas pourvus au bout d'un moment, après le processus de recrutement. Et donc, en gros, il reste 22 000 emplois non pourvus, dont une bonne part d'emplois précaires. Donc, ça veut dire qu'on a 350 chômeurs pour un emploi peut-être précaire disponible. Voilà, c'est ça la réalité de ce qu'on vit. Et c'est évidemment une autre politique de l'emploi dont on a besoin. Donc déjà, on est par rapport là-dessus. Après, il faut quand même être honnête. Je ne vais pas nier ce qu'a dit Éric Heyer sur le fait que oui, il y a eu des créations d'emplois pendant un certain temps et le chômage a réduit, même s'il n'a pas réduit la précarité, parce qu'au contraire, les réformes d'assurance chômage, on en reparlera aussi, ont plutôt eu tendance à l'encourager. En gros, tout emploi était valable, même les emplois précaires, et en gros, on a multiplié, on a fragmenté les contrats parmi les emplois précaires, puisqu'ils sont devenus de plus en plus courts. Donc cette réalité-là, ma conclusion provisoire pour l'instant, c'est que on a vraiment besoin d'avoir des indicateurs de l'emploi qui ne soient pas des indicateurs du chômage, parce que sinon, on a aussi un problème démocratique. On nous annonce une réduction du taux de chômage qui est complètement fictive au regard de la réalité de ce que vivent des centaines de milliers de personnes, et en particulier, on y reviendra aussi, mais la multiplication des plans sociaux dans l'industrie, et là on regardera aussi ce que dans l'industrie ou le commerce, puisqu'on le voit partout, sur les choix qui sont faits. Là, on vit une période de destruction massive d'emplois. On a révélé
Depuis 1 an et demi, nous portons cette question à la CGT de mettre en lumière ces plans sociaux. On a réussi à le mettre sur la place publique parce que c'est aussi des questions de souveraineté industrielle, de transition écologique. Et donc là, on avait relevé, à notre connaissance, 444 plans sociaux. Mais en fait, c'est sans doute de l'ordre de 800 puisqu'on ne les connaît pas tous. Et on aimerait bien que, justement, les ministères à Bercy, au travail, nous expliquent ce qu'il en est. Je termine juste par une anecdote, mais la loi plein emploi a créé des super instances, un Conseil national de l'emploi auprès du ministère du Travail. On n'y parle jamais d'emploi. On y parle d'accompagnement du chômage. Mais, une réunion se tenait il y a un peu moins d'1 an, en même temps que c'était annoncé les plans sociaux chez Michelin, dans les fonderies de Bretagne et autres. Et on nous dit, alors je suppose qu'on va parler d'emploi. Ah non, c'est pas le lieu. Allez voir à Bercy. Voilà, c'est un peu notre problème en général par rapport aux politiques de l'emploi qui ne sont pas connectées à des politiques industrielles ou à des politiques publiques sur l'emploi public. C'est intéressant parce que vous questionnez la définition même du plein emploi, Gilles Gâteau. Est-ce que vous pensez aussi que quand on se concentre sur le taux de chômage, ça efface finalement certaines inégalités ? Oui, en tout cas, il faut se questionner aussi sur cette définition. Il y a le contenu, la nature des emplois. Il y a aussi la façon dont il se répartit. On est tous conscients qu'avec un taux de chômage à 8%, si ça voulait dire que chaque actif passait une année au chômage tous les 12 ans, un peu comme une sorte d'année sabbatique et de façon parfaitement équirépartie à l'intérieur de la société, le vécu de ce chômage ne serait pas forcément le même. Donc le problème, ce n'est pas seulement le taux, c'est les inégalités qui l'accompagnent. Et les cadres sont un bon exemple. Taux de chômage des cadres en France aujourd'hui, 4%, au sens du BIT, d'après l'INSEE, donc on est au plein emploi chez les cadres. Sauf que, et ça on le vit tous les jours à l'APEC, dans les cadres qu'on accompagne, il y a certains cadres ou certains jeunes diplômés, même avec des bons niveaux de diplôme, à Bac+5, pour qui c'est plus difficile. Des jeunes issus des quartiers, qui n'ont pas la bonne couleur de peau, qui n'ont pas les bons réseaux, les cadres après 50 ou 55 ans, taux de chômage des cadres après 55 ans, 6,8%. On n'est pas très très loin de la moyenne. On parle de gens expérimentés, qualifiés, diplômés, la plupart en bonne santé. Les cadres sont moins exposés évidemment à l'usure physique et à la pénibilité physique. Donc on voit bien qu'il y a derrière ce taux de chômage, alors est-ce qu'il faut un taux de chômage ou un taux d'emploi, du bon emploi? Est-ce qu'il faut un taux de chômage ou un taux d'emploi inclusif, qui serait moins inégalitaire qu'il ne l'est dans la définition? Après, pour rebondir aussi peut-être sur ce que disait Eric hier tout à l'heure, on a tous été surpris, là je vais reparler à nouveau des cadres, c'est un peu notre terrain de jeu. En 2020, on a passé les 20% de cadres dans la population active. Le nombre de cadres a dépassé le nombre d'ouvriers en 2020. Donc un actif sur 5 est un cadre. Et les années post-Covid ont été des années presque d'euphorie sur le marché de l'emploi cadre. Énormément de création d'emplois, à la fois le rattrapage du Covid, mais aussi une dynamique finalement au niveau d'investissement, de rattrapage aussi qui s'est manifestée par des années de très très forte création d'emplois et de très fort niveau d'embauche pour les cadres. Et clairement, depuis mi-2024, un net ralentissement est particulièrement marqué cette année en 2025 où on vit, nous, clairement le ralentissement avec une composante conjoncturelle qui est évidemment négative dans le contexte que je ne vous décris pas, et quand même une dynamique structurelle qui reste positive. Aujourd'hui, les cadres, c'est 23,5% de la population active. On a gagné presque 1 point par an. Dans quelques années, dans 1 an ou dans 2 ans, ce sera 25% de la population active salariée cadre, donc un
un actif sur, un actif sur 4 qui sera un cadre. Et on a eu ces mêmes interrogations sur le mouvement de la productivité. Tous les acteurs et toutes les personnes impliquées sur ce terrain de l'emploi se sont interrogés. Et on était très attentifs à ce débat entre économistes, entre est-ce qu'il y a un nouveau paradigme, le monde de l'après-Covid, on a épuisé un modèle de productivité, on a compris que tout ne pouvait pas reposer sur toujours moins d'humains ou moins d'emplois, et par conséquent on a un autre rythme de productivité aujourd'hui et une croissance plus riche en emplois, ou ceux qui disaient non, vous allez voir, il y aura un rattrapage. Il y a une espèce de parenthèse enchantée et elle va vite se refermer et ça va faire mal quand ça va se refermer. On avait envie de ne pas croire cette seconde hypothèse. On est obligé de constater que c'est un peu celle qui est en train de se dérouler sous nos yeux, alors qu'il nous semble que dans les études, l'APEC produit aussi beaucoup d'études, on voyait aussi des raisons finalement pour lesquelles le mouvement de la productivité pouvait se ralentir, notamment dans le monde des services, dans le monde du care, dans le soin, où voilà, cette notion de productivité ne pouvait pas se poursuivre comme elle pouvait s'être déroulée dans le monde industriel. Claire Vivès, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, il y a eu une multiplication des politiques pour l'emploi ces dernières années. Alors je peux en citer quelques-unes. Il y a eu pas mal de réformes de l'assurance chômage, la loi dite pour le plein emploi avec France Travail, avec aussi le fait de conditionner à 15 heures d'activité le RSA. Comment vous, avec votre œil de sociologue du travail, vous analysez ces politiques et aussi finalement quelle place dans ces politiques détient le demandeur d'emploi ? Bonjour. Avant de vous répondre vraiment sur la question des demandeurs d'emploi, peut-être un petit point encore de retour sur cette notion de plein emploi. Alors, je pense qu'on s'accorde tous et toutes ici pour voir les limites de la notion. Donc, revoir que donc le plein emploi, déjà, contrairement, on a des indicateurs. Le plein emploi n'est pas un indicateur. Et on a des indicateurs statistiques dont, à notre façon, on a tous, toutes dit leur caractère complémentaire. Il ne s'agit pas de nier, je pense, l'intérêt de ces indicateurs et voir ce qu'ils peuvent nous apporter pour comprendre les dynamiques actuelles sur le marché du travail. Mais il faut voir que ce plein emploi, c'est en fait un objectif politique qui a été complètement fétichisé. Alors voilà, on a, par exemple, si on prend certaines déclarations d'Emmanuel Macron, on va avoir un plein emploi fixé à 5%, donc pourquoi 5% donc c'est une invitation à prendre de la distance, en fait, avec ce discours autour du plein emploi, et une invitation aussi de cet objectif politique à en faire un peu de l'histoire, et à regarder qui défend le plein emploi, comment ça a été approprié et quelle politique l'objectif de plein emploi est venu légitimer, avec à la fois à certains moments, à certains endroits, ça va être des formes de chantage à l'emploi, avec par exemple les conditions de travail qui empirent, des rémunérations qui diminuent, et ça va être un autre volet auquel je viendrai ensuite, sur le traitement, la manière dont sont traitées les personnes privées d'emploi. Et un dernier élément pour mettre en question, déconstruire cette notion de plein emploi, ça va être par exemple la notion, la réalité en fait, des travailleurs et travailleuses pauvres. Donc pourquoi est-on aussi attaché au plein emploi? Qu'est-ce qu'on cherche quand on dit « Ah, le plein emploi est un objectif ?» Et surtout, comment cet objectif, finalement, il est mis en cause par un certain nombre de réalités qui ont été déjà mentionnées sur les discriminations et, par exemple, aussi sur les travailleurs pauvres. Aujourd'hui, on a plus d'1 million de travailleurs et travailleuses pauvres, c'est-à-dire que, finalement,
si être en emploi ne protège pas de la pauvreté, à quoi bon finalement s'attacher à ce point à la notion de plein emploi, et donc questionner pourquoi on y est donc si attaché. Et je pense effectivement que pour comprendre les dynamiques à l'œuvre et avoir un peu une vision un peu plus complexe sur cette notion de plein emploi, il faut regarder qui est privé d'emploi. Alors, Denis Gravouille a indiqué qu'est-ce qu'on appelle être privé d'emploi, à partir de comment on définit la privation d'emploi. Mais aussi, un autre élément important, c'est comment sont traitées les personnes privées d'emploi. Et alors, ce qui est à mon avis assez significatif, c'est que finalement, on en vient à avoir aussi un problème de vocabulaire, parce que je vais vous parler des personnes privées d'emploi, des personnes inscrites à France Travail, des personnes allocataires du RSA, et ces différentes réalités parfois se recoupent, parfois ne se recoupent pas, et donc on voit bien qu'on est face à des problématiques multiples qui s'entrecroisent, qui vont pouvoir croiser des questions de santé, des questions de santé, des questions de handicap. Et donc, sur la question du traitement des personnes privées d'emploi, je pense effectivement que là, on a une interrogation aujourd'hui sur ce que vont être les effets de la loi dite pour le plein emploi, votée en décembre 2023. C'est pas évidemment la seule réforme, la seule loi sur le traitement du chômage et des privés d'emploi, mais c'est quand même une loi qui est extrêmement importante, qui avait plusieurs volets. Un volet qui concernait une réforme d'assurance chômage, sur lequel je ne vais pas revenir ici, un volet traitement, qui était en fait une réforme du RSA, une réforme de l'organisation du service public de l'emploi avec la création de France Travail, et une réforme des obligations et des sanctions qui s'appliquent aux inscrits et aux inscrites à France Travail. Et donc, cette loi pour le plein emploi va transformer en profondeur à la fois les ressources monétaires dont bénéficient les personnes privées d'emploi, mais aussi leur accompagnement. Alors, dans quel sens, aujourd'hui, on ne peut pas le dire, parce que ça va dépendre énormément de la manière dont cette loi va être appliquée, mais il faut quand même garder en tête que c'est une loi qui a été unanimement condamnée aussi bien par des organisations syndicales, je pense à la CGT, Solidaire, la FSU, par un certain nombre d'ONG, aussi bien la Ligue des droits de l'homme que le Secours catholique, ADD Quart-Monde, mais aussi des institutions publiques telles que le Défenseur des droits ou le CNLE. Et donc, cette condamnation, qu'est-ce que ces critiques ont en commun? Ils ont chacune apporté ses propres critiques, mais ce qui était en commun, c'était le traitement réservé, la critique du traitement réservé aux demandeurs d'emploi, et notamment son volet excessivement répressif, c'est-à-dire qu'il y a un affichage autour de renforcer l'accompagnement avec notamment un affichage autour des 15 heures d'activité et des débats en fait entre acteurs et actrices pour savoir qu'est-ce que c'est que ces activités, est-ce que c'est de l'accompagnement, est-ce que c'est du contrôle, et avec des frontières entre les deux qui se brouillent de plus en plus. Et dans les critiques aussi, il y a les questions des discriminations, puisque toutes les personnes inscrites à France Travail ne sont pas égales face aux obligations qui leur incombent désormais. Donc une grande vigilance à avoir là-dessus. C'est quoi le rapport avec le plein emploi ? Ce qu'il va falloir regarder, ça va être on peut faire deux hypothèses sur les effets. Ce n'est pas des hypothèses qui s'excluent d'ailleurs. Une première hypothèse, ça va être un effet. Y aura-t-il l'effet de précarisation que certains annoncent, de précarisation, de paupérisation?
Est-ce que cette loi, elle va augmenter le non-recours au RSA et à l'assurance chômage? Est-ce que avec l'effet des sanctions, des obligations, voilà, on va avoir un effet plus grand de précarisation. Donc, et ça voudrait dire d'ailleurs, même en termes de finances publiques, un certain nombre d'économistes, je pense par exemple à Guillaume Allègre ou d'autres, qui disent attention, en termes de finances publiques, c'est pas sûr que le calcul soit bon, parce que finalement, quand on a une précarisation, on a d'autres dépenses qui arrivent derrière, en termes de santé, par exemple, qui sont plus importantes, et un éloignement du marché du travail. Donc, est-ce qu'on va voir cet effet-là ou pas? Et autre hypothèse, autre question, c'est est-ce que on va avoir un effet, finalement, d'accroissement d'une main-d'œuvre disponible pour prendre des emplois de mauvaise qualité, mal rémunérés, des mauvaises conditions de travail, peut-être à temps partiel, peut-être très court, ou tout s'accumuler. Est-ce qu'on va avoir donc une augmentation d'une main-d'œuvre disponible pour prendre ces emplois, faute, en fait, sous la contrainte? Donc, je ne peux pas... Voilà, aujourd'hui, c'est une grande inconnue sur l'avenir, et qui va pas mal influencer donc ces questions de fonctionnement du marché du travail. Alors, on ne peut pas parler d'emploi sans parler des plans sociaux et des restructurations. Voilà, ces dernières années, on l'a dit, la situation s'est dégradée. Bon, je peux citer quelques noms, mais je pense que vous les avez aussi en tête. ArcelorMittal, Michelin, Auchan, enfin voilà, il y en a quelques-uns. Denis Gravouille, vous avez des remontées de terrain justement de vos adhérents. Et puis, je vous tends la perche aussi parce que hier, une proposition de loi concernant la nationalisation d'ArcelorMittal a été votée à l'Assemblée nationale. Bon, maintenant, il faut encore qu'elle passe au Sénat, mais peut-être que vous pouvez aussi réagir sur ce point. Oui, alors je vais y venir à Arcelor, bien évidemment, vu ce qui s'est passé hier à l'Assemblée, mais juste avant, j'ai cité tout à l'heure la liste des plans sociaux. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Parce qu'il y a eu une invisibilisation de ce sujet-là, c'était devenu formidable, tout était réglé, le chômage était en train de baisser et on n'en parlait plus, puis les perdants qui étaient là, tant pis pour eux, quoi, en gros. Y compris, c'est quasiment ce qui était dit par Elisabeth Borne en nous expliquant que par exemple, dans une des réformes d'assurance chômage, ça consistait à raboter de 25% depuis 2023. Les droits à assurance chômage ont été tous réduits. La durée maximale a été réduite de 25%. C'est passé de 24 mois à 18 mois pour le quai général et puis la même proportion de réduction pour les âges à partir de 55-57 ans. Mais le résultat est quand même de dire que tant pis, il y aura des perdants. C'est un peu la même logique que la réforme des retraites. Hein. On nous dit, de toute façon, la réforme des retraites, il y a ceux qui seront obligés de travailler plus longtemps, puis il y a ceux qui seront obligés d'être au chômage plus longtemps, puis en plus, ils seront au chômage pas indemnisés plus longtemps. C'est vraiment le sas de précarité. On a eu, c'est Michael Zemmour qui l'avait relevé, un doublement au 1er janvier du nombre de plus de 62 ans inscrits à France Travail. De fait, forcément, puisqu'ils ne pouvaient pas passer la retraite. Donc c'est un phénomène classique. Alors donc des plans dans différents domaines, on en a vu un paquet. Avant de parler d'ArcelorMittal, on voit le fiasco qu'est l'histoire de Novasco. Bon, c'est pas pour la rime, mais Novasco, au passage, on va fermer un haut fourneau décarboné. Évidemment qu'il y a d'autres périodes où on s'est dit il y a eu des problèmes dans la sidérurgie, mais là on a aussi un problème, et c'est là que ça devient un problème pas seulement économique, mais politique, qui est, évidemment tout est lié, quel instrument stratégique, en termes de souveraineté française, européenne, on garde. Et c'est là que ça rejoint le dossier ArcelorMittal. Pourquoi est-ce qu'il y a la proposition de nationalisation d'ArcelorMittal? C'est bien parce que c'est ce qu'ont fait les Anglais. Les Anglais viennent de nationaliser, ou en tout cas de sauver les deux derniers hauts fourneaux de Grande-Bretagne, en se disant, sinon on va être dépendant en matière d'acier d'autres pays, et en l'occurrence même pas de pays européens. Donc, et quand on voit les tensions dans le monde sur d'autres sujets, hein, ça s'est vu pendant le Covid sur certains produits pharmaceutiques, on est déjà suffisamment dépendant à plein d'autres produits. Là, ce qui est incompréhensible, c'est qu'on ne sauve pas, même provisoirement à perte, je le dis comme ça, Novasco, quand on a un tel intérêt stratégique.
Donc des plans de licenciement, il y en a malheureusement beaucoup. Il y en a beaucoup dans l'industrie. Il y en a beaucoup dans l'industrie automobile, parce que le virage de l'adaptation de l'automobile à la décarbonation ne s'est pas fait en Europe. On est en train de laisser fabriquer les voitures électriques partout ailleurs qu'en Europe. Et ça, c'est un problème de retard considérable. On le voit avec mais aussi parce que les constructeurs, dont certains ont l'État à leur capital, l'État français au capital, continuent de délocaliser. On a des exemples en pagaille d'entreprises qui ferment pour aller fabriquer dans des pays avec une main-d'œuvre à bas coût, mais qui sera elle-même concurrencée par une autre ensuite. Donc c'est ce manque de boussole qui pose des questions. Alors ça pose au passage, à notre sens, l'échec des politiques d'emploi qui ont été menées depuis plusieurs années, où tout a consisté à culpabiliser le chômeur qui ne voudrait pas travailler. J'ai montré qu'en fait, d'emplois disponibles, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des entreprises qui ont des problèmes de recrutement, on a des problèmes d'adéquation, de formation. Évidemment, on ne trouve pas un médecin facilement si on n'en forme pas. Ça, c'est évident. Par exemple, ou un ingénieur, puisqu'on a la PEC ici. Évidemment, ça prend un certain temps à former un ingénieur. Voilà. Donc c'est sûr que c'est cette boussole-là qui manque, mais les entreprises les embauchent, non pas parce que les chômeurs se seraient mis à vouloir travailler parce qu'on leur a coupé les vivres, mais parce que les carnets de commandes sont pleins et parce qu'on a des politiques publiques, des politiques industrielles dans ce sens-là, plutôt que de tout biller sur cette question-là. Et je finis par deux points sur cette question-là. On parle beaucoup, y compris nous, des questions industrielles, mais là, le secteur, tout un secteur qui est un secteur, c'est pas le seul secteur du tertiaire, mais tout le secteur des associations, du service, du médico-social, du sport, de la culture et de l'insertion, par exemple. Le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice, nous disait qu'il pensait que 25% des associations allaient fermer dans l'année qui vient, à force de couper des subventions et autres. Le résultat, c'est que c'est tout ça qui fait qu'on a le rapport de l'INSEE qui montre une explosion de la pauvreté, une explosion des inégalités, pas seulement parce qu'il y aurait des très riches qui s'enrichissent de façon considérable, à un point où eux, ils ne payent pas les mêmes niveaux d'impôts que les classes moyennes, ça c'est sûr, mais aussi, si encore on se disait que tout le monde est tiré vers le haut. Mais non, parce que les écarts s'accroissent des deux côtés, avec une augmentation du taux de pauvreté qui est absolument phénoménale, et qui va à rebours du modèle français, où on pouvait s'enorgueillir de plus redistribuer. C'est évidemment la casse de ce modèle qui va là-dessus. Donc du coup, oui, on est peut-être sans doute un peu utopiste, mais la promesse, y compris celle faite il y a 80 ans avec la création de la sécurité sociale et l'ensemble de choses mises en place à la Libération, c'est toujours celle d'avoir une société qui n'exclut personne. Et une société qui n'exclut personne, ça veut dire qu'on regarde comment on fait en matière de partage du temps de travail, d'emploi. C'est complètement absurde de vouloir augmenter le nombre d'heures supplémentaires en défiscalisant, ça détruit des emplois, disons-le clairement. C'est complètement absurde de vouloir augmenter le temps de travail alors que la dernière réforme qui a marché en créant des emplois, sont les 35 heures, même si on a fait beaucoup de critiques sur sa mise en œuvre, mais on sait que ça a créé 350 000 emplois. Et donc, c'est ce genre de politique de l'emploi auquel il faut réfléchir, et certainement pas la précarisation à tout crin, y compris pour des personnes très qualifiées, comme l'a cité Gilles Gatto. On va revenir tout à l'heure sur les alternatives, les politiques de l'emploi possibles. Mais là, j'aimerais juste qu'on reste aussi sur les plans sociaux, Éric Heyer, parce que, avant, vous aviez déjà commencé à évoquer les aides publiques pour les entreprises dans le cadre du Covid-19. L'OFCE, à ce moment-là, alertait sur un risque de mur de faillite, les défaillances d'entreprises. Finalement, est-ce que toutes ces restructurations, ces suppressions de postes, on pouvait s'y attendre? Est-ce qu'on arrive au mur des faillites? Oui. Est-ce que je peux rebondir juste bien sûr. Rapidement sur ce qui a été dit, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Alors d'abord, concernant, il y a un propos de Gilles en disant, est-ce que quand la productivité revient, c'est le scénario qu'on craint? Il faut quand même aussi dire, oui, on craint pour l'emploi, mais c'est bien d'avoir la productivité. Vous voyez, si on veut avoir une croissance à long terme, si on veut pouvoir financer notre modèle social à long terme, etc., ça dépend de notre productivité. Donc quand la productivité était négative, on n'était pas bien non plus. Donc le retour de la productivité, moi je le vois plutôt à long terme comme une bonne nouvelle. Ça pose un problème à court terme,
Parce que sans croissance économique, avec de la productivité, il y a des destructions d'emplois. Mais attention, à court terme, ceux qui restent dans l'emploi, les insiders, vont pouvoir avoir du pouvoir d'achat grâce à cela. Vous voyez, on a entendu pendant toute cette période de création forte d'emplois, je n'arrive plus à vivre de mon travail. Oui, mais quand il n'y a pas de gain de productivité, c'est compliqué, effectivement. Et donc, les gains de productivité, ça permet de redistribuer des salaires et donc de vivre de son travail. Malheureusement, il y a les outsiders qui perdent. Et s'il y a une réforme du marché du chômage, il y aura des inégalités au sein du travail. Mais donc, c'est un peu plus compliqué. C'est quand même un scénario de retour de productivité qui est quand même plutôt favorable à moyen terme. Ce qu'a dit Denis sur le taux de chômage au sens du BIT, ce n'est pas la bonne mesure. Vous voyez, il n'y a pas de bonne mesure. Et donc il faut regarder, toutes les mesures ont des défauts, et donc ce qui est intéressant, c'est de tout les regarder en connaissant les faiblesses des unes et des autres. Le taux de chômage au sens du BIT, quand même l'énorme intérêt, c'est que tout le monde le calcule de la même manière, et c'est calculé de la même manière depuis, on peut se comparer dans l'espace et dans le temps. Donc la critique de Denis est juste, mais tout de même, de la même manière, le chiffre de France Travail est extrêmement critiquable, et est-ce que lorsque Denis parle de 6 millions, dedans, il y a des personnes qui travaillent plus qu'à mi-temps. Donc, est-ce que quand on travaille à mi-temps, on est chômeur? Certains disent non, tu travailles à mi-temps, tu ne peux pas être considéré comme chômeur. Donc, vous voyez, c'est compliqué, il faut tout regarder. Et de la même manière, le taux d'emploi, est-ce que c'est la bonne mesure? Pas forcément, vous voyez. Le taux d'emploi, vous pouvez l'augmenter, c'est là le travail de Pierre Madec. Vous voyez, on a augmenté le taux d'emploi, mais on a fait augmenter la pauvreté. Donc, après tout, quelle est la bonne politique économique? Est-ce que c'est de réduire la pauvreté ou d'augmenter? Donc, vous voyez, tout ça veut dire que pour comprendre le marché du travail, il faut avoir beaucoup d'indicateurs, et même une hausse du taux de chômage, des fois, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez ce que vient de dire Claire, une réforme le plein emploi, la réforme plein emploi, c'est aussi, d'accord, il y a plein de défauts, ça a été indiqué, mais on peut aussi voir une qualité à cette mesure, c'est de dire on va essayer de réactiver des personnes qui n'étaient pas dans l'activité. D'accord ? Bon, si ces personnes-là s'inscrivent au chômage, c'est peut-être mieux que lorsqu'elles restaient en dehors du marché du travail. Donc, ça peut provoquer une hausse du chômage, mais qui est une bonne hausse du chômage, parce que, en fait, finalement, on réactive des personnes qui ne l'étaient pas. De la même manière, il peut y avoir une très mauvaise baisse du chômage si on sort, il y a des chômeurs découragés, et que les chômeurs ne retrouvent pas un emploi, mais sont découragés et sortent. Donc, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Moi, je serai un peu plus mesuré dans tout cela. Alors ensuite, sur votre question, oui, effectivement, ce qui était très étonnant, alors, vous voyez, le mur des faillites, c'est plutôt... Alors, il y a deux murs des faillites. Il y a le mur des faillites dans le commerce, etc. Ça, on a aidé pendant la crise sanitaire les entreprises avec les aides, et notamment les PGE. Et donc, vous voyez, il y a les prêts garantis pour l'État. Pardon, les prêts garantis par l'État et un certain nombre d'aides pour les entreprises. Donc, on a sauvé... On n'a pas trié à ce moment-là, donc on a sauvé des entreprises qui auraient dû faire faillite s'il n'y avait pas eu la crise. Globalement, si vous voulez avoir un chiffre, normalement, il y a 55 000 défaillances d'entreprises chaque année. Ça, c'est la moyenne. Donc les années où ça va bien, on peut descendre à 40 000. Les années où ça va mal, on peut monter à 60 000. D'accord. En 2020, ça allait mal. On aurait dû voir une explosion des faillites. Il y a eu une baisse des faillites. Enfin, on est descendu à 38 000. En 2021, on est descendu à 27 000 défaillances d'entreprises, vous voyez, par rapport à une moyenne à 55 000. En 2022, on était encore à 35 000 défaillances. On est resté 4 ans en dessous de la moyenne, parce qu'on a sauvé des entreprises qui auraient dû faire faillite. D'accord. Donc il y a ce concept qui apparaît, qui n'est pas beau, mais allez, reprenons-le, d'entreprise zombie. D'accord. C'est Bercy qui l'appelle comme ça, des entreprises qui n'ont pas de productivité et donc du coup auraient dû faire faillite, mais elles ont bénéficié des aides et donc on leur a donné 3-4 ans d'espérance de vie. Mais là, petit à petit, d'accord, donc le calcul que l'on fait, tout est critiquable, mais au pic, on a sauvé, il y avait 160 000 zombies, entreprises zombies. D'accord. Et ça représentait à peu près 300 000 emplois. OK, là, maintenant, on est à 110 000 zombies. C'est-à-dire que les zombies sont en train, petit à petit, de péricliter, parce qu'il faut rembourser les PGE, parce que les aides s'arrêtent, donc petit à petit. Et donc, on va rester très longtemps à 65 000, 67 000. Vous voyez, il y a quand même des tribunaux de commerce qui sont un peu engorgés, donc on ne peut pas avoir... Vous voyez, une année normale, là, ça pourrait être 55 000, plus les 110 000 qui sont détruits. Non, ça ne se passera pas comme ça sera petit à petit. Et donc, il faut s'attendre encore à un rythme de défaillance qui reste très élevé. Ce qui est intéressant dans l'industrie, parce que ça c'est plutôt dans le commerce, dans l'industrie, ce n'est pas réellement cela. Ce qui est intéressant dans l'industrie, c'est
Aujourd'hui, le chiffre de croissance cumulé, c'est-à-dire aujourd'hui l'activité dans l'industrie par rapport au troisième trimestre de 2025, par rapport au niveau d'activité dans l'industrie à fin 2019, on est en récession. L'industrie produit moins aujourd'hui qu'avant la crise. D'accord ? Et pourtant, ils ont créé des emplois. Donc vous voyez, là, on peut tordre dans tous les sens, ça fait quand même mal à la tête. C'est-à-dire que globalement, ils ont besoin de plus de personnes pour produire moins. Ok. Quand on discute avec eux, ce n'est pas l'apprentissage qui l'explique, ce n'est pas les PGE, ce n'est pas tous ces éléments-là. Ils nous disent très clairement, je garde l'emploi parce que l'emploi, c'est une denrée rare. Je ne veux pas me séparer d'un certain nombre de compétences parce que le jour où ça repart, je ne trouverai plus ces compétences sur le marché. Et donc, ça représente, d'après nos estimations, aux alentours de 260 000 emplois qui seraient gardés en plus dans l'industrie. Alors que non, si elles avaient agi comme elles agissaient avant la crise, auraient dû être détruites. Ça a un coût. Et donc, quand on leur pose la question, mais comment tu finances cela ? Ils nous disent, la période 2020-2021, c'est les aides Covid. Puis 2022, les aides Covid disparaissent, mais l'inflation arrive. Et donc, mais l'inflation sur les matières premières, j'ai fait ce qu'on appelle de la gridflation. J'ai rajouté à mon inflation les coûts salariaux en plus. Là, le problème, c'est... Alors, puisqu'il y avait de l'inflation, tout le monde a fait ça, ça ne se voyait pas trop. Le problème, c'est qu'en fin 2024, début 2025, l'inflation revient à 2%, à peu près, même en France, en dessous de 2%. Et là, ça se voit si vous en faites encore. Et donc, c'est aujourd'hui où les entreprises nous disent, là, je ne peux plus maintenant le masquer. Et les plans sociaux arrivent. Les carnets de commandes qui devaient repartir ne repartent pas. Et maintenant, je ne peux plus passer ça dans mes prix. Et petit à petit, je vais effectivement ajuster, et quitte à perdre un peu des compétences. Et le chiffre de ce matin est un peu catastrophique. C'est-à-dire que le chiffre de ce matin dans l'industrie, c'est que la productivité redémarre à 1,6 sur un seul trimestre. Donc là, ça redémarre fort, effectivement, parce que les entreprises, au bout d'un moment, ne peuvent pas garder indéfiniment même des compétences qu'elles pensent être très utiles pour l'avenir. J'aimerais qu'on fasse peut-être un focus sur la qualité de l'emploi également, parce que voilà, c'est aussi quelque chose qui est dans le débat. Si on a créé des emplois au cours de ces dernières années, on parle aussi beaucoup d'intensification du travail, de risques psychosociaux, de mal-être au travail. Claire Vivès, je me tourne vers vous. Les emplois créés ces dernières années, est-ce que selon vous, ce sont des emplois de bonne qualité ? Est-ce qu'on peut parler de plein emploi si c'est un plein emploi dégradé ? Alors effectivement, la notion de plein emploi, c'est une notion quantitative avec toutes les limites qu'elle a. Donc il y a vraiment cette question de, ce que Denis Gravouille disait quand il disait finalement tout le monde a l'impression que la situation de l'emploi et le vécu dans l'emploi se dégrade. Et ça, la notion de plein emploi peut pas l'attraper. Il faut plutôt regarder des éléments sur la qualité de l'emploi. Donc, sur ces indicateurs de qualité de l'emploi, il y en a différents. Il y a des enquêtes françaises, des enquêtes européennes, qui sont mobilisés par différents chercheurs qui travaillent sur ces thèmes. Mais je reprendrai quand même le travail qui vient d'être publié là, par Christine Erel et Bruno Palier dans l'ouvrage qui s'appelle « Travailler mieux ». Et ce qu'il signale dans un premier temps, premier niveau, c'est déjà en France le déficit de suivi et d'indicateurs de la qualité de l'emploi. Et, et contrairement à d'autres pays, donc eux, ils appellent à la création d'un observatoire national. Et je pense qu'il faut interpréter ce déficit d'indicateurs et de suivi de la qualité de l'emploi en France comme un révélateur du défaut d'attention qui a été porté à cette question. Et sur la qualité de l'emploi, je vais répondre, mais je ne vais pas répondre spécifiquement sur les emplois créés depuis 2017. Il y a ici des gens plus spécialistes que moi pour vraiment faire ce travail très fin, mais plutôt répondre sur le fait que avec les indicateurs dont on dispose, les enquêtes dont on dispose, ce qui ressort, et ce n'est pas du tout un constat nouveau,
c'est que en France, la France, par rapport aux autres pays européens notamment, se positionne comme assez mal classée sur les questions de qualité de l'emploi, quelles que soient les dimensions qu'on regarde. Par exemple, et donc elle est à la fois mal classée depuis longtemps et avec une dégradation plutôt une dégradation de ses classements. Par exemple, sur la question des pénibilités physiques, ce qui ressort, c'est que finalement, en dépit d'améliorations technologiques diverses disponibles, la pénibilité physique a très peu diminué. Il faut replacer ça aussi dans le contexte réglementaire et se souvenir que en 2017, il y a eu des indicateurs, donc les indicateurs de pénibilité qui rentraient auparavant dans le compte pénibilité, qui étaient regardés, qui ont été supprimés, donc moins reconnus. Donc finalement, ce qui avait été mis en place pour essayer de diminuer cette pénibilité physique a été en partie sortie du jeu. Donc il y a la pénibilité physique qui ne se réduit pas de manière significative et il y a les risques psychosociaux, donc tout ce qui est plutôt de l'ordre de l'ordre du psychique, les indicateurs de santé mentale qui montrent que les indicateurs de stress au travail, qui là aussi, ce qu'il en ressort, c'est plutôt une dégradation et là encore une situation française plus défavorable que dans d'autres pays européens. Si on regarde sur les questions de conciliation vie professionnelle, vie personnelle, là c'est pareil, ce qui ressort c'est un certain nombre de difficultés et de vécu, vécu mauvais, c'est pas très français, mais sur cette dimension. Et enfin, un autre élément qui ressort de manière assez systématique, c'est un sentiment de manque de reconnaissance et des constats de formes de management finalement assez autoritaires qui laissent peu de place et moins qu'ailleurs pour que les salariés participent, coélaborent l'organisation du travail, la définition des objectifs. Donc autant d'éléments qui font du vécu du travail, qui rendent le vécu du travail difficile. Et finalement, ces questions-là, elles sont un peu sorties récemment dans les débats publics. Je pense par exemple à la fois au moment de la sortie, après la crise sanitaire, quand il y a eu un certain nombre de discours qui se sont multipliés sur le changement du rapport au travail. Et là, dans le débat, ont été quand même mobilisées les analyses d'un certain nombre de mes collègues. Je pense à Dominique Méda, Maëlle Zigbigui, il y a beaucoup d'autres, Coralie Pérez, d'autres, ou pour dire non, le problème, c'est pas un problème de flemme ou de personnes qui voudraient pas travailler ou c'est aussi un problème de conditions de travail, vécu du travail. Et d'ailleurs, je me rends compte que dans la liste des indicateurs sur la qualité de l'emploi, je n'ai pas mentionné les questions de rémunération et les questions de stabilité, temps partiel et autres qu'il faut là aussi intégrer quand on parle de qualité du travail. Et c'est aussi sorti ce débat au moment de la réforme des retraites, quand ce qui est ressorti dans les débats, c'était de dire il y avait un nombre de Français, j'ai en tête une enquête, je crois que c'était une enquête de l'INSEE, mais j'ai un doute, une enquête de l'INSEE, je ne sais plus, mais en gros, 30% des personnes interrogées présentaient leur travail comme non soutenable, et l'idée de poursuivre le travail
au-delà jusqu'à 64 ans leur paraissait absolument inenvisageable. Donc à ce moment-là, dans le débat est venue la question de la qualité du travail et de l'emploi, mais politiquement, en termes de mesures réglementaires, c'est une question qui est peu adressée et peu traitée, d'où le fait que c'est un problème ancien, mais qui, pour l'instant, ne trouve pas de solution. Enfin, les politiques d'emploi ne regardent pas de ce côté-là, en fait. Merci. Et qu'en est-il des cadres, Gilles Gâteau? On pourrait penser que la situation pour eux et pour elles sont plus soutenables. Pourtant, on entend aussi pas mal de retours d'expérience en termes de risques psychosociaux, en termes de désengagement. Vous, à l'APEC, vous remarquez quoi? Alors, je vais répondre à la question. Juste ajouter, par rapport à ce qu'a dit Eric tout à l'heure, et c'est important, on peut avoir des regards critiques sur les indicateurs et aucun n'est parfait, ça c'est très exact, mais ils ont le mérite d'exister et il faut qu'on fasse attention dans la période où on voit outre-Atlantique comment la statistique publique peut être menacée dans son existence même, et quand on n'a plus de statistiques publiques fiables, aussi critiquables soient-elles ou limitées, ou en tout cas voilà, avec leurs limites, on est évidemment là devant un énorme problème à la fois démocratique et économique d'absence totale de visibilité. Donc il faut absolument qu'on défende nos statistiques publiques. Du côté de qualité de l'emploi ou du vécu du travail, évidemment que globalement la situation des cadres peut être regardée de façon plus favorable par rapport à tout ce qui sont les expositions à des facteurs de risque. Tu parlais de la pénibilité, les 7 facteurs de pénibilité, voilà, peu de cadres y sont exposés. Après, il y a d'autres réalités qui peuvent aussi concerner pour le coup plus spécifiquement les cadres, et ça on le mesure aussi dans les enquêtes que l'on fait à l'APEC, autour de la problématique de la santé mentale, qui est à nouveau une grande cause nationale cette année comme l'an dernier, et c'est une vraie réalité aussi qu'on observe, que nos consultants observent auprès des cadres et des jeunes diplômés, beaucoup de gens qui ne vont pas bien. La façon dont on essaye de l'objectiver ou de le mesurer dans nos enquêtes, on a 41% des cadres qui disent qu'ils vivent un travail sous pression. C'est 24% chez les non-cadres. Il y a aussi des pressions qui existent dans beaucoup de métiers soumis à des cadences, mais chez les cadres, voilà, la pression du résultat est souvent forte. Ça veut dire une charge de travail élevée, des horaires étendus qui sont vécus, avec évidemment une intensité particulière pour les cadres qui sont managers. Ce n'est pas le cas de tous les cadres, Il y a des experts parmi les cadres, il y a des gens qui sont plutôt inscrits dans des projets, et puis il y a des gens qui managent des équipes. Ils sont à l'intérieur des cadres 58% à se dire exposés à du stress intense. Je parle des managers, quand c'est le cas d'à peu près 50% des autres cadres. Donc on voit que cette question de la santé mentale existe, et chez les cadres, elle est rendue plus difficile. On avait fait le même constat à propos de la déclaration de son handicap, dans une étude avec la GFIP il y a plus d'1 an. Et dans l'étude de cette année qu'on a publiée en septembre sur la santé mentale, il y a une culture de « je dois me dépasser » qui fait largement consensus dans la population cadre. 89% des cadres disent qu'il est important pour eux de se dépasser, et ils sont à peu près 1 sur 3 à dire que demander de l'aide et se montrer fragile ou en difficulté peut nuire à leur carrière. Donc il y a un risque particulier, on va dire, dans la population cadre, qui est celui de ne pas oser ou de ne pas vouloir montrer quand on est en difficulté, et ça peut conduire à des formes plus extrêmes et plus évidemment
préoccupante et avec des lourdes conséquences à la fois pour les individus et pour les organisations, pour les entreprises, de burn-out, etc. Donc je n'ai pas dit qu'il y avait 30% des cadres en burn-out, hein, mais en tout cas de ceux qui disent que voilà, je suis en difficulté, mais je ne vais pas le montrer, je vais tenir aussi longtemps que je peux. Donc ça, cette réalité-là, 30% pour dire que leur travail ils estiment que leur travail a un impact négatif sur leur santé mentale, c'est beaucoup. Ça ne vous surprendra pas si je vous dis que c'est 6 points de plus pour les femmes cadres que pour les hommes cadres, qui vivent évidemment encore plus fortement cette pression. Après, voilà, c'est un vrai point d'attention dans les entreprises, ça ne concerne pas que les cadres, mais il y a des risques particuliers sur les cadres. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire, ou une parole qui peut peut-être un peu plus se libérer sur ces problématiques de santé mentale, qui ne sont pas ultra simples à aborder dans les entreprises. Quand vous êtes DRH ou manager dans une entreprise, voilà, ce qu'on va mettre, je ne parle pas du handicap mental, hein, je parle vraiment de problématiques de santé mentale qui peut concerner chacun d'entre nous de façon, voilà, non pas chronique, mais temporaire, pas si facile à aborder parce que pouvant parfois être à tort considéré comme relevant simplement de la sphère privée et pas forcément de la sphère professionnelle. En général, tout se mélange hein, dans ces situations-là. Et donc, voilà, cette dimension-là, beaucoup de cadres dans nos enquêtes disent qu'ils la pensent insuffisamment prise en considération sérieusement dans leur entreprise, en dehors des cas, on va dire, extrêmes qu'on a tous en tête sur les RPS, suicides et autres. Là, je parle d'une réalité plus quotidienne et qui néanmoins pèse quand même aussi sur une proportion importante de cadres. Alors une fois qu'on a dressé ces analyses, on peut peut-être aussi se tourner vers l'avenir, vers des solutions, vers des alternatives. Éric Heyer, quelle politique économique pourrait avoir un impact sur l'emploi sans pour autant dégrader la qualité du travail. On parle aussi beaucoup en ce moment, par exemple, de coût du travail pour créer de l'emploi. Alors, je rappelle juste, au cours des 40 dernières années, on a eu, enfin, les gouvernements se sont multipliés et ont multiplié les allègements de cotisations sociales dans le but de créer de l'emploi. Alors, ces exonérations de cotisations sociales devaient cibler les salaires au niveau du SMIC. Aujourd'hui, le point de sortie est à 3 SMIC. Ce matin, les organisations patronales disaient lors de l'autre table ronde qu'il fallait encore revenir sur le coût du travail. Est-ce que, selon vous, ça, c'est une mesure pour créer de l'emploi de bonne qualité ? Bon, la réponse, elle est un peu dans la question. Non, je crois qu'il faut arrêter avec ces politiques-là. Alors, elles ont tout de même un peu enrichi la croissance en emploi, mais avec un coût très fort sur les finances publiques et surtout en déresponsabilisant les entreprises. Vous voyez, c'est des politiques qui finalement, c'est par ces politiques-là qu'on essaye de redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Non, c'est les entreprises à donner du pouvoir d'achat aux salariés, c'est les entreprises à dire, allez, comment j'organise ma production pour avoir un peu de productivité, pour reverser cela à mes salariés. Là, elles attendent en fait des baisses de cotisations pour les redistribuer à des salariés, mais les mettre dans des trappes à bas salaire. Enfin, allez, il faut qu'on en sorte. Alors, ça va être compliqué de sortir de ces politiques-là. On les a menées depuis le début des années 90, donc on est un peu drogué à ces politiques-là. Il ne faut pas l'arrêter d'un coup, donc il faut sortir très progressivement. Il y a des pistes pour sortir progressivement, c'est-à-dire, bon, on en parlera si vous voulez, c'est un peu technique, mais allez, il faut les Aujourd'hui, c'est le cercle vicieux, c'est que c'est indexé sur le SMIC, donc chaque fois qu'on augmente le SMIC, puisque le SMIC n'est pas diffusé sur les autres salaires, eh ben, ça enrichit, ça augmente le coût pour les finances publiques, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont concernées, et ça désincite les entreprises à augmenter les salaires. Donc allez, il faut maintenant arrêter de l'indexer sur le SMIC, et il faut dire, allez, où je l'indexe sur le SMIC de l'an dernier, et puis
je laisse le temps, finalement, et l'inflation faire en sorte qu'on sort progressivement. On est obligé de sortir progressivement, hein. Sinon, ça va être un choc très fort. Et donc, il faut trouver, alors, il faut essayer de re-responsabiliser les entreprises et dire c'est à toi à donner du pouvoir d'achat, c'est pas aux finances publiques à le faire et attendre d'eux un effort. Alors, bien sûr, le coût du travail, c'est, vous voyez, dans le coût du travail, c'est le coût salarial unitaire, hein, le vrai coût du travail. C'est quoi le coût salarial unitaire? C'est le salaire plus les cotisations moins la productivité. Donc c'est vrai que c'est une notion de compétitivité, mais vous voyez, il y a 3 parties là-dedans, hein. Il y a salaire, cotisation et productivité. Donc le salaire, on essaie de ne pas y toucher. La productivité, ce serait sans doute ce qui serait la meilleure solution. C'est-à-dire qu'en augmentant la productivité, tu peux continuer à verser les salaires et même à augmenter les salaires sans toucher ton coût salarial unitaire qui est ta notion de compétitivité. Et donc c'est vers ça qu'il faut aller. C'est essayer d'accroître la productivité des salariés pour leur verser des salaires sans avoir à baisser les cotisations, puisque les cotisations, ça sert quand même à financer notre modèle social, et après on nous dit qu'on a un trou de la sécurité sociale. Donc allez, ça ne marche pas, c'est la solution vertueuse, c'est la productivité, avec ce qu'on a dit au tout début, en disant à court terme, faire de la productivité sans croissance, ça détruit des emplois. D'accord. Et donc, il va falloir réfléchir à des mesures qui font en sorte qu'on arrive à intégrer les salariés sur le marché du travail et une fois qu'ils sont à l'intérieur, faire accroître la productivité. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais on voit bien que ça passe par des politiques très fortes de formation. Vous voyez, les jeunes qui sortent aujourd'hui, il y a... ça a un peu baissé, mais aujourd'hui, il y a quand même 80 000 jeunes qui sortent sans rien du système scolaire. Bon, eux, ils ont un niveau de productivité qui est très faible, forcément. D'accord ? Il faut bien faire quelque chose pour ces personnes-là, pour les rendre employables. Donc, des mesures spécifiques. Et vous voyez, l'apprentissage, c'était intéressant, mais peut-être qu'il faudrait faire des mesures spécifiques pour des personnes qui ne sont pas en Bac plus 5 ou Bac plus 4, qui sont à l'infrabac. Vous voyez, il y a aujourd'hui le Collège de France qui est capable de nous dire, à la fin de la maternelle, début du CP, qui va échouer et qui va être un NEET. Ils le disent à peu près entre 80 et 82% selon les années, qui va échouer à 16 ans. Mais oui, c'est honteux. C'est-à-dire que, et ce n'est pas en posant des questions à l'élève, enfin à l'enfant, mais en posant des questions aux parents. Quel métier tu fais, combien tu gagnes, dans combien de mètres carrés tu vis, etc. Bon, donc on voit bien que c'est ça qui nourrit en fait soit un chômage de masse, soit effectivement des citoyens qui ne sont pas très productifs. Et donc du coup, dans un système capitaliste, on ne peut pas leur verser un salaire. D'accord. Bon, donc du coup, ça pose problème. C'est l'échec de l'école républicaine et ça ne permet pas d'avoir des taux d'emploi qui nous permettent de vivre de l'emploi. Donc investir dans la petite enfance et faire en sorte que ces personnes-là, puisqu'on arrive à les détecter très tôt à 80%, dédoubler les classes, essayer de mettre un peu plus de fonds là-dessus. Ensuite, mais ça a été dit par Gilles, c'est-à-dire que globalement, on voit très bien, alors ça c'est plutôt chez les jeunes, on voit très bien que de l'autre côté, assez rapidement, on est découragé au travail, et le salarié et le chef d'entreprise n'ont plus trop envie de travailler ensemble. En tout cas, sont d'accord pour mettre fin au contrat. Bon, c'est essayer de travailler ce pourquoi. C'est pas dire non, mais tu vas travailler jusqu'à 64 ans et on va vous obliger, toi employeur, à garder ton salarié et toi salarié à y rester. C'est essayer de comprendre pourquoi on est un pays où à partir de 55, 57, on n'a plus envie réellement. C'est pas des problèmes de valeur travail, ça a été rappelé par Claire. Les études nous disent la valeur travail est là, mais par contre, je m'épanouis pas au travail et dès qu'on me donne une petite fenêtre pour m'enfuir, je m'enfuis. Pourquoi ? Et donc, il y a des pistes, effectivement. On les connaît, effectivement. Dominique Méda les rappelle régulièrement. Mais si je rebondis sur ce qu'a dit Gilles, c'est vrai que en France, pour gagner plus, d'accord, souvent, quand tu veux récompenser un salarié, tu le fais passer cadre et manager. Et pourquoi ? Vous voyez, si tu es un bon commercial ou un bon personne sur le terrain, mais je ne peux pas t'augmenter parce que je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, mais je vais te donner une équipe, tu vas passer cadre et tu vas le faire. Mais tu n'as pas les compétences, tu n'as pas la volonté, et donc du coup tu te sens
pas en capacité de le faire, donc tu vas mal le faire, tu vas être très dur avec les personnes en dessous de toi parce que tu faisais mieux leur travail qu'eux-mêmes, et donc, bon, ben voilà, essayons d'avoir des visions un peu plus orthogonales, en disant il peut y avoir une carrière de cadre, il peut y avoir une carrière de non-cadre, mais le salaire ne dépend pas de est-ce que tu es cadre ou non-cadre. D'accord, tu peux très bien gagner plus que ton manager parce que tu as des compétences que n'a pas ton manager et vice-versa. Donc je pense qu'il y a des pistes, on ne va pas toutes les décrire aujourd'hui, mais il y a des pistes qui nous permettraient, et je ne crois pas que ça soit le Graal, ça soit forcément d'augmenter le taux d'emploi coûte que coûte. Encore une fois, vraiment si on fait 2014-2024, on a des taux d'emploi supérieurs, mais on a un taux de pauvreté supérieur aussi. Donc c'est quoi l'intérêt entre nous de ce type de politique? Donc non, c'est aller vers le plein emploi sans mettre d'objectif de taux de chômage ou de taux d'emploi, mais ça veut dire j'essaie d'augmenter les taux d'emploi de qualité, c'est-à-dire, et la qualité, c'est aussi un contrat de travail qui est celui que je veux. Alors là, pour le coup, ça s'est un peu amélioré. C'est vrai que ça a été curieux, c'est-à-dire que si on mesure la qualité de l'emploi créé par est-ce que c'est en CDD ou en CDI, c'est plutôt en CDI pendant la crise, depuis la crise qu'en CDD. Si c'est temps partiel ou temps plein, c'est plutôt à temps plein qu'à temps partiel. Donc il y a eu quelques petits critères qui sont un peu améliorés, grâce aux tensions de recrutement tout de même, ça a eu, mais la contrepartie, ça a été avec des salaires qui ont perdu en pouvoir d'achat. Donc voilà, là aussi, il faut avoir une batterie d'indicateurs et se dire, c'est cette batterie d'indicateurs que l'on doit améliorer, mais tous les indicateurs doivent s'améliorer. Ce n'est pas un qui s'améliore et au détriment d'un autre. Alors, on va terminer le tour de table avant de prendre quelques questions. Je vais vous demander de faire des réponses un tout petit peu plus courtes pour que ça puisse rentrer dans le timing. Claire Vives, je me tourne vers vous par rapport justement à cette prospective. Comment, selon vous, on peut améliorer le taux d'emploi en gardant cette qualité de travail? Sur qui agir? Est-ce que vous avez cité tout à l'heure les réformes de l'assurance chômage où on pouvait sanctionner davantage les demandeurs d'emploi? Est-ce que c'est agir sur les entreprises, par exemple? Alors, vous l'aurez compris, moi, l'amélioration du taux d'emploi, c'est pas trop ma question. Avec tout ce qu'on a dit autour de la fétichisation finalement de cet indicateur, en termes de propositions sur l'amélioration du taux d'emploi, je vais plutôt décaler un petit peu en disant deux choses. La première, c'est, puisqu'on a parlé de qualité de l'emploi, qualité du travail, on en est resté... parce qu'on était contraints par le temps, à des questions assez macro et à faire allusion à des réformes, à des lois, mais les questions de qualité de l'emploi, qualité du travail ne se règlent pas que par la loi, et donc avec la question de qu'est-ce qui se passe dans les branches, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises, et si ça ne se règle pas par la loi, il faut quand même avoir en tête que... pour que ça puisse se régler ailleurs qu'au niveau national, il faut créer un cadre pour que la représentation des salariés soit possible. Ce cadre-là, au cours des dernières années, il a plutôt été déconstruit que construit. Je pense par exemple aux ordonnances travail, à la disparition des CHSCT, donc des instances où les représentantes des salariés traitaient des questions de santé au travail. Donc il y a ce cadre à recréer, ou à créer différemment. La question des droits des salariés, à la fois leur représentation. J'ai parlé tout à l'heure des questions de management, donc comment aussi... de management d'organisation du travail, comment donner plus de place aux salariés pour justement participer à ces questions d'organisation, créer d'autres modes de délibération autour du travail. Et ensuite, juste pour finir,
Voilà, un deuxième point sur la question du traitement des demandeurs d'emploi. Pour répondre rapidement enfin, c'est pas une réponse, mais pour rebondir sur ce qu'a dit Eric hier tout à l'heure sur la question de finalement si la loi plein emploi, elle permet d'aller de remettre à l'emploi, rapprocher de l'emploi des personnes qui en étaient éloignées, c'est très bien, oui c'est très bien. Le cadre tel qu'il a été posé met quand même un certain nombre de doutes, que ce soit aussi bien sur la question des ressources monétaires qui se sont dégradées, je pense aux réformes d'assurance chômage, la question, là aussi, sur les questions d'accompagnement des personnes privées d'emploi, c'est vrai qu'il y a eu des réformes, des réorganisations du service public de l'emploi multiples, mais finalement, avec un peu le sentiment qu'on tourne toujours en rond autour de l'idée de réaliser des économies d'échelle entre les différents intervenantes intermédiaires de l'emploi, mais vraiment la question de l'accompagnement reste finalement assez peu posée autrement que par la sanction. Et là aussi, cette question des droits et devoirs avec des mesures de plus en plus répressives. Donc finalement, sortir de ce type d'approche des demandeurs d'emploi, ça peut être une manière de changer des éléments j'ai envie de dire, de rapport de force entre salariés et employeurs pour permettre d'une amélioration des conditions de travail et des rémunérations. Denis Gravouille, quelles sont les pistes de la CGT, sachant que justement dans l'actualité on a une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui est évoquée, peut-être une restriction des ruptures conventionnelles, une baisse aussi des dotations dans le cadre du budget pour les missions emploi, travail. Où est-ce que se positionne la CGT par rapport à tout ça? Alors, en très peu de temps, ça va être dur de tout raconter, mais juste une petite remarque. Je pense pas que c'est ce que Gilles me reprochait de vouloir faire la même chose que Trump contre les statistiques du travail. Au contraire, je dis qu'il fallait bien les utiliser. Je passe mon temps, à peu près une fois par semaine, à aller sur un petit site qui est hyper bien fait, France Travail Statistique. Et là, il vous donne, en prenant par toutes les catégories, par région, par et autres, c'est super bien fait, très très rapidement, on voit tout de suite qu'il y a 8 millions d'inscrits à France Travail. Voilà, c'est juste hyper intéressant. Et c'est juste pas mis en avant parce qu'on construit les indicateurs d'assurance chômage en disant « Ah, si le taux de chômage au sens du BIT baisse de temps, on va vous saquer 25% de vos droits au chômage. » Mais s'il remonte, on ne vous les remontera pas, hein, vous inquiétez pas, c'était pas prévu, c'était soi-disant vendu comme ça, mais là le chômage remonte, il n'est pas du tout question de rallonger les droits au chômage, au contraire il est question de les raboter à nouveau. Parce que de toute façon, il y a un récit qui change tout le temps, mais dans la conclusion est écrite d'avance, c'est on va saquer les droits au chômage parce que le totem, c'est que comme les gens ne veulent pas travailler, il faut leur couper les vivres et ils vont aller travailler. Voilà, c'est quand même exactement comme ça que c'est pensé, toutes ces politiques. Et donc, évidemment, par contre, il y a une statistique qu'on n'arrive pas à avoir, c'est les statistiques du non-recours à droit à l'assurance chômage. Parce qu'on a plein de contrôleurs pour aller voir si les gens n'ont pas triché. Mais il n'y en a pas un seul pour voir si les gens auraient pu percevoir quelque chose au chômage. Et le taux de fraude à l'assurance chômage, c'est 0,21%. Et le taux de non-recours, c'est 42%. Voilà. Donc, on devrait mettre des milliers de personnes pour aller faire que le service public verse des droits. Et comme ça, on aurait des gens qui pourraient prendre le temps, parce qu'ils sont indemnisés au chômage, de se former, de faire monter le niveau de qualification et d'aller, du coup, augmenter la productivité parce qu'on aurait répondu à cette question-là. Alors, je vais y revenir, mais voilà, c'est un sujet, c'est bien ça, cette question de... C'est pas du tout les statistiques que je mets en cause, c'est ceux qui les utilisent. C'est comme le corps, il faut des très bons travaux, mais je ne suis pas d'accord avec la façon dont le président du corps en conclut qu'il faut encore repousser l'âge de la retraite, alors qu'on a vu que justement, cette réforme des retraites, elle augmente le chômage des seniors, évidemment. C'est clair, c'est un phénomène qui a déjà été vu en 2010. Pareil, sur la qualité du travail, je ne vais pas revenir à la question d'avant, on n'a pas le temps, mais juste,
on a eu des statistiques il n'y a pas longtemps qui montrent qu'on a encore augmenté le nombre de morts au travail. Là, il n'y a même plus de question d'économie, de philosophie et autres. On est à 1300 morts au travail, sans compter les agents de la fonction publique, sans compter les livreurs à vélo qui sont des auto-entrepreneurs, sans compter les agriculteurs qui sont des libéraux et autres. Et ça a encore augmenté par rapport à l'année d'avant. Et ça augmente particulièrement chez les jeunes, particulièrement chez les femmes. Bon, on va se poser des questions quand même sur cette question-là. Et comme par hasard, ça augmente en parallèle à la suppression des CHSCT, des fameuses commissions qui permettaient de faire la prévention. Et on a un exemple de ce qu'il faut faire à l'inverse, c'est pendant les JO, on a mis un gros paquet de prévention, parce qu'avec toutes les caméras du monde qui étaient tournées vers nous, et avec l'exemple du Qatar auparavant, on n'allait pas se retrouver à avoir des morts en France sur les chantiers. Il n'y en a pas eu. Ils ont eu lieu ailleurs, pas sur les chantiers des JO. Parce qu'on a déplacé les moyens de l'inspection du travail, on a responsabilisé les donneurs d'ordre sur leurs sous-traitants, et là on est en train de saboter la directive de devoir de vigilance qui, justement, au contraire, devrait pérenniser le fait de s'assurer de la vigilance des donneurs d'ordre par rapport aux sous-traitants. Donc les politiques, elles sont menées, et certaines tuent. Il faut dire les choses comme ça. Certaines tuent. La suppression des CHSCT, le recul du C3P au C2P, ça fait des morts, on va dire les choses comme ça. Et ça fait des gens abîmés, et ça fait des risques psychosociaux. Et le principal risque psychosocial, c'est quand même la peur du chômage. Bon, au-delà de la peur de mourir au travail. Alors, quoi faire? Évidemment, revenir sur ces politiques-là. Alors, pas y revenir de façon mécanique par retour de bâton, mais de regarder bien ce qui a pu fonctionner ou pas, et investir, par exemple, puisqu'on va parler comme ça, dans la prévention. Ça coûterait beaucoup moins d'argent, au-delà du fait que ce seraient des vies humaines, d'éviter ces morts au travail, d'éviter le coût de la sous-déclaration des AT-MP. Il y a une procédure de péréquation entre l'assurance maladie, puisqu'il y a plein d'accidents du travail qui ne sont pas déclarés, et le coût, par exemple, c'est directement lié avec les questions environnementales. Bon, voilà, nous, on a pris une position très clair sur le fait qu'il faut qu'on ait, par exemple sur les PFAS, Tefal, il faut arrêter les PFAS, c'est une catastrophe écologique, mais par contre, ça ne peut pas se faire au titre du chantage à l'emploi. Malheureusement, on n'est pas sur la même position que d'autres syndicats qui disent on va perdre des emplois. Oui, mais on n'a pas à choisir. On va faire autre chose. On va faire des poêles qui n'ont pas de téflon. Et les gens fabriqueront des poêles. Et ils auront on fera toujours la cuisine. Mais ils ne se mettront pas en danger. Ils ne mettront pas en danger tout leur environnement et de l'environnement de tous ceux qui cuisinent dans une poêle Tefal, donc avec du téflon. C'est toutes ces questions-là qu'il faut regarder. Donc, du coup, ce qui manque, là, pour le coup, on se retrouve parfois avec certaines organisations, même patronales, mais pas toujours. Mais la question de la recherche. Là, l'Allemagne est en train d'augmenter son investissement, nous a dépassé en matière de spatial, par exemple. Et en mettant un paquet. Alors, c'est pas mal lié aux questions de défense, et ça mériterait un autre débat. Mais en attendant, nous, on supprime des postes de chercheurs. Dans le public, dans le privé, Sanofi, qui n'a pas été capable de faire des vaccins, il supprime des postes des chercheurs en ayant touché un crédit d'impôt de recherche dont j'ai rencontré un ingénieur il n'y a pas très longtemps qui m'a dit, bon, je vous le raconte, mais vraiment off, je vais vous raconter comment on m'a demandé, mon boulot, c'était de truquer les données pour toucher du crédit impôt recherche. Voilà, c'était clairement, c'était en Savoie, il racontait ça. Donc il y a moyen de travailler avec une vision qui ne soit pas la sacro-sainte main invisible du marché qui va tout régler. La main invisible du marché dans le libéralisme et la globalisation, c'est que les emplois ils fuient de chez nous vers ce qui est le moins cher en termes de coûts. Donc il faut se poser des questions d'une vraie transition écologique. On sait tout ce qu'il y a urgence, enfin, il y a quelques-uns qui le nient, mais peut-être pas ici. La transition écologique, ça nécessite des investissements. Ça nécessite, par exemple, qu'on aille vraiment vers des industries décarbonées, mais sans que ce soit l'occasion d'une nouvelle délocalisation ou de suppression d'emplois. Ce soit qu'on investisse là-dedans, quitte à ce que, je sais qu'il n'y a pas d'argent magique, mais enfin, on a été capable de le trouver au moment du Covid. Moi, je voyais passer à l'assurance chômage, alors qu'on nous faisait des chantages à 4 milliards de dettes par an, on a sorti 5 milliards par mois à l'assurance chômage, et sans se demander comment on allait se retrouver avec une solution après. Et total, il y a 19 milliards de dettes à l'assurance chômage. Donc, se regarder comment c'est travaillé. Quelle utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple, c'est une question, parce que est-ce que c'est une nouvelle automatisation, notamment au détriment des travailleurs intellectuels,
ou est-ce que c'est le moyen de répartir le travail autrement et de s'en servir, pas pour générer des profits énormes au profit de quelques milliardaires qui plus est l'extrême droite, ou est-ce qu'on va arriver à travailler, et y compris à répondre par exemple aux besoins démographiques, faire en sorte qu'on s'occupe correctement des personnes âgées, la perte d'autonomie, et qu'on le partage sans culpabiliser les jeunes qui ne voudraient pas travailler, soi-disant, alors que justement ils peinent à trouver du boulot, et du boulot stable et intéressant. Gilles Gâteau, si on veut aussi se projeter un peu plus vers l'avenir, vous êtes l'auteur d'un livre sur le travail en 2030, et je crois qu'à l'APEC, on a une exposition aussi sur cette thématique. Comment, selon vous, le monde du travail peut s'adapter aux prochains chocs, qu'il s'agisse de chocs démographiques, environnementaux ou même social? Oui, ça fait partie de la modeste contribution de l'APEC à ce débat et à la recherche des solutions, d'essayer d'éclairer un petit peu le futur aussi, et ce qu'on observe aujourd'hui. Et donc je vous invite déjà à aller voir l'exposition sur les futurs du travail qui est installée dans les locaux du Centre APEC, qui sont 5 rue de Vosges, c'est ça, tout près d'ici. Ce sera ouvert demain matin sans rendez-vous. Là, cet après-midi, c'était des visites guidées, si je puis dire, mais demain, vraiment, tout le monde peut venir demain matin. C'est le résultat, cette exposition, une exposition un peu immersive, hein, avec des mises en situation de scénarios, de situations de travail qu'on a imaginées à l'horizon d'une dizaine d'années. C'est un travail prospectif qu'on a conduit parce qu'on a une conviction très forte qu'aujourd'hui on ne peut plus parler d'emploi et s'intéresser à l'emploi sans parler travail et s'intéresser au travail et à la transformation du travail. Donc nous, pendant longtemps, l'APEC, elle s'est intéressée au marché de l'emploi cadre, les embauches, les créations d'emplois, les salaires, toutes les variables de marché, mais aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut vraiment regarder dans leur globalité les questions de travail et de mutation du travail. On a rassemblé une vingtaine de tendances qui dessinent un peu les futurs du travail, qui sont déjà perceptibles aujourd'hui. Il y en a certaines qui sont des faits assez massifs, par exemple le télétravail, qui a transformé, nous pensons, très durablement l'organisation du travail dans les entreprises, en tout cas pour les cadres, c'est clair, ou d'autres tendances qui sont un peu plus signal faible, comme on dit, dont on ne sait pas encore exactement comment elles vont pouvoir se développer. Si on parle de l'émergence des robots dans les environnements de travail, je ne parle pas des robots industriels qui sont là depuis très longtemps, mais des formes d'interaction, on va dire, dans le travail avec les robots, notamment dans le monde du soin, par exemple, ou de la santé. Donc voilà, toutes ces tendances sont exposées dans cette expo que je vous invite à découvrir. Et on les a regroupées finalement dans 4 grands chocs. Il y en a un que tout le monde a en tête, c'est le choc numérique. Denis évoquait l'intelligence artificielle générative qui va transformer. Alors, pour le coup, c'est la première révolution industrielle qui est technologique, on va dire, plutôt, qui frappe d'abord, on va dire, les cols blancs avant les cols bleus, si je puis dire, hein. Donc qui vraiment se met tout de suite sur le terrain du travail plus intellectuel. Et puis, mais c'est toute la robotique aussi. Il y a un choc écologique qui est à la fois comment on va travailler avec 2 degrés de plus, ce nouveau clivage entre les cols secs et les cols humides qui va peut-être remplacer demain le clivage col bleu, col blanc qu'on connaît, et puis aussi comment est-ce qu'on va fabriquer les compétences dont on a besoin pour la transition écologique et comment ça les transforme déjà. Aujourd'hui, un directeur des achats qui ne maîtrise pas le calcul de l'empreinte carbone de la politique achat de l'entreprise, il n'a pas les compétences qu'il faut. Donc ces compétences liées à la transition écologique, on en a besoin d'ores et déjà aujourd'hui et plus encore demain. Il y a un choc, on n'en a pas du tout parlé, mais qui est évidemment fondamental par rapport à cette question du plein emploi, c'est le choc démographique. On a une population qui vieillit et on a surtout une population active, y compris en France. Elle reste plutôt à croissance positive, mais très ralentie par rapport à ce qu'elle était dans les décennies précédentes.
Elle va tourner en négatif avec un début de baisse de notre population active à solde migratoire constant. Je ne parle même pas de ce qui arriverait si le solde migratoire venait à être réduit, comme certains en rêvent. On peut avoir un retournement de notre population active dès la fin de la décennie 2030, donc ça vient très très vite, hein, d'ici une dizaine d'années, et ça a beaucoup de conséquences évidemment dans le monde du travail. Hein, qui va s'occuper de nos vieux parents et de nous-mêmes quand ce sera notre tour dans les EHPAD, hein, c'est un peu ça la question qui se pose aussi. Et puis un troisième, on a rassemblé ça derrière le changement du rapport au travail, qui prend plein de formes. On n'a pas eu le temps et le débat pourrait se prolonger. La notion de précarité du travail, par exemple, aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on observe chez les cadres ou chez des jeunes diplômés, ça se repose dans des termes un petit peu différents. Aujourd'hui, le choix du freelance et du freelancing, on sort dans quelques jours une étude sur les freelances. Il y a 440 000 freelances de niveau cadre en France aujourd'hui. Une majorité d'entre eux ont fait un choix positif. Ils n'en mesurent peut-être pas toutes les conséquences sur leur protection sociale future, notamment en matière de retraite. Mais aujourd'hui, à l'APEC, on a des ateliers Oser les nouvelles formes d'emploi qui sont extrêmement fréquentés par des jeunes diplômés pour qui le salariat est une option parmi d'autres. Hein, on va regarder d'autres possibilités. Donc on a plein de choses qui se recomposent dans le travail et il nous semble qu'il faut les mettre en débat. Personne n'a la solution. Personne n'a à lui tout seul la solution. On va la construire ensemble dans une intelligence collective et dans un dialogue social, un dialogue dans les entreprises. En tout cas, c'est vraiment ça la conviction qu'on porte à l'APEC. Merci beaucoup. On va pas avoir le temps de prendre des questions, mais je suis sûre que nos intervenants et intervenantes vont accepter de répondre si jamais vous en avez en sortant. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que grâce à vos analyses, on comprend bien que le plein emploi, c'est pas qu'une question de chiffres, qu'il s'agit aussi de questionner justement cette définition, de s'interroger sur la question de la qualité du travail et d'accompagnement aussi sur les transitions à venir. Donc merci encore à vous quatre et merci à vous toutes et tous pour votre attention.